Ce matin-là, c'est un exercice difficile qui attend Stéphanie. Cette jeune enquêtrice va mener une audition dans un endroit inattendu, cet hôpital. Bonjour madame. L'homme qu'elle vient voir n'est pas une victime comme les autres. C'est un caïd local. Il est grièvement blessé. Quelqu'un a tenté de le tuer. Je suis fonctionnaire de police en fait. Je viens pour l'audition. L'homme allongé dans ce lit a échappé de justesse à la mort. Une balle a traversé sa cuisse, une autre son abdomen. Stéphanie soupçonne un violent règlement de compte entre bandes rivales. La plongée s'envahit, on s'est débattu, il y a un coup qui est parti, je me souviens de ça. Donc un coup de feu est parti. Qui a tiré sur lui? La victime le sait sans doute, mais c'est loin d'être un enfant de cœur, le genre d'individu qui ne coopère pas facilement avec la police. Et c'est pas parce que t'étais armé et qu'on t'a tiré dessus que tu ne restes pas une victime. On est d'accord ou pas? Écoute-moi, regarde-moi. Pour résoudre cette affaire, Stéphanie va devoir plonger dans un milieu dangereux et opaque, où victimes et agresseurs se font justice eux-mêmes. Nous avons pu la suivre de manière exceptionnelle, au cœur de l'enquête. C'est pas ton homme. T'es sûr que c'est pas ton homme? Il y a des départements français où le travail des policiers est particulièrement délicat. Parce que la violence y est extrême et que le moindre délinquant fait usage d'une arme à feu à la moindre occasion. À 9 heures d'avion de Paris, la Guyane et sa préfecture Cayenne. Souvent décrite comme l'une des villes les plus dangereuses de France. À peine 60 000 habitants, mais 110 agressions par arme l'an dernier. Le deuxième taux de criminalité après la Seine-Saint-Denis. Alors, tu fais tout droit et ensuite on prend à droite. Une ville que Stéphanie connaît comme sa poche. Cette jeune femme est officier de police judiciaire du groupe d'atteinte aux personnes. Elle est née ici, à Cayenne. Aucun quartier n'a de secret pour elle, pas même les plus dangereux, aux surnoms évocateurs. Je dirais que le secteur le plus chaud, c'est plus Chicago, donc c'est là. Chicago. Le nom est tagué sur ce mur, à l'entrée du quartier. Le lieu de débauche, c'est Chicago. On est vraiment dans le secteur où il y a tous les trafics en tout genre là qui se font. Hein. C'est le lieu plus ou moins de débauche et petits bars clandestins. Pour moi, Chicago, c'est le lieu où tu peux tout trouver. Chicago, mais aussi des bidonvilles tout autour de Cayenne. Des quartiers de tôle et de bois où la violence est la règle. Stéphanie tient à nous montrer cet endroit. Une station essence où sa vocation est née. Ce jour-là, elle assiste à un meurtre en direct. C'est vrai que c'est une histoire qui m'a marquée. Tu avais une pompiste, en fait, une pompiste qui se trouvait au poste 7, là. Elle servait un client et en fait, est arrivé un jeune qui a essayé de s'emparer de sa sacoche. Il lui a tiré dessus. Et en fait, elle est morte là, à même le sol. Depuis ce jour, l'enquêtrice est entrée en guerre contre les trafiquants et les caïds. Depuis 5 ans, voilà son univers, le commissariat de Cayenne. Son quotidien, violence et règlement de compte. Comme l'indiquent ces inquiétants trophées saisis dans les rues de la ville. Fusil de chasse. Et donc là, un fusil dont la crosse a été sciée et le canon également, quoi. Des armes trafiquées pour les transporter plus discrètement. Donc ça, c'est un scellé qu'on avait récupéré. Des revolvers, des pistolets, mais aussi des armes artisanales, tout aussi redoutables, bricolées par les plus pauvres pour les bagarres de rue. Et puis après, voilà, quoi. On a les coupe-coupe. Sans oublier l'accessoire local, le coupe-coupe. Ces grandes lames très affûtées qui servent normalement à se frayer un chemin dans la forêt tropicale. La population n'hésite pas à s'en servir pour régler la moindre querelle de voisinage, comme le montrent ces images récupérées par les policiers.
Avec ce genre d'accessoires, une simple dispute peut vite tourner au lynchage. Stéphanie l'ignore encore, mais une nouvelle arme va bientôt rejoindre sa collection. Un gros calibre, à l'origine d'une affaire particulièrement délicate. Bonjour tout le monde. Tout va commencer un vendredi soir. Comme chaque week-end, Stéphanie peut compter sur ses grands gaillards pour quadriller les quartiers sensibles de la ville. Quel moment, à n'importe quelle heure, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Ok? On fait ça comme ça? Merci beaucoup. Chaque fin de semaine, les nuits sont particulièrement chaudes à Cayenne. Ces hommes taillés pour les interventions musclées comme Olivier, brigadier, 46 ans, sont envoyés en première ligne. Ils appartiennent à la BAC, la brigade anticriminalité. Un blessé assez grave, on sait pas un coup de fusil à pompe ou de canoncier, là, sur la plus de ventre. C'est une nuit de violence ordinaire qui s'annonce. Mais elle va se terminer par un fait divers exceptionnel qui va conduire Stéphanie à mener l'enquête criminelle la plus surprenante de sa carrière. Et Raph qui a déjà fait une performance déjà. 21h, dans le centre, l'ambiance est pourtant bon enfant. Sur les places, des attroupements, des concerts, les bars commencent à faire le plein. Mais l'alcool aidant, c'est déjà la première alerte de la soirée. Deux jeunes femmes tentent de s'entretuer à coups de tessons de bouteille. C'est bien. À l'origine, une querelle amoureuse. Malgré sa carrure, Olivier a beaucoup de mal à ramener les jeunes femmes à la raison. Arrête. C'est bon? Et ce n'est que le début. 2 rues plus loin, une autre patrouille tente de maîtriser un groupe de jeunes. Ils viennent de se débarrasser d'une arme et n'ont pas l'intention de se laisser embarquer. Allez, donne ta main. Donne ta main. Donne ta main, dépêche. Non, là en fait, il a planqué une arme derrière la roue de la voiture là. Encore un pistolet qui va enrichir la collection de Stéphanie. Bah ça c'est un gomme conne. Un pistolet d'alarme en fait. Ça peut être méchant à courte distance quoi. Les policiers le savent, des armes dans ce quartier, il y en a d'autres. Alors ils ne s'attardent pas. Là, on reste pas trop traîné parce que ça entre la meute un peu tout. Armes, drogue, alcool, un cocktail explosif qui ne laisse aucun répit aux policiers. Les interventions se succèdent. 1 heure plus tard, Olivier doit gérer la première affaire grave de la soirée, une agression au couteau. Le flashball, il est derrière. Non, j'ai la gazeuse et le flash qui la tient. Flashball, gaz lacrymogène, les policiers se préparent à l'affrontement. En réalité, ils arrivent après la bataille et découvrent ce jeune homme grièvement blessé au bras. Il aurait été poignardé par 3 individus. Monsieur, ils étaient combien? Comment ils étaient habillés? Ils étaient d'où? Si ça vous le savez. C'est un monsieur qui était en chemise d'équipe de football. Numéro 10. Ouais, c'est le monsieur qui piquait, monsieur. Je t'ai vu là. Et il est parti par où? Je sais pas où il est parti parce que j'ai couru aussi parce qu'ils sont plein couteau. Et il y avait quoi? Le monsieur qui est chemise jaune, c'était au dos, oui, qui a un grand couteau. Le témoin désigne l'un des agresseurs présumés, cet homme en t-shirt jaune. C'est pas moi. Les policiers l'interpellent immédiatement. Lui aussi est blessé. Les 2 hommes sont conduits aux urgences. Mais les policiers de la BAC le savent. Cette fois, il n'y a pas de quoi mener des investigations complexes. Peu avant 5 heures du matin, Olivier pense en avoir fini avec cette nuit de tous les dangers. Mais alors qu'il rentre au commissariat, c'est un dernier appel qui va lancer l'enquête de Stéphanie. Ouais, allô? Ouais, c'est Olive, ouais.
Non, là, elle n'est pas très loin. C'est pourquoi? Un homme est entre la vie et la mort à l'hôpital. Okay. Est-ce que le mec est scellé, non? Il aurait été blessé par balle il y a plus d'1 heure dans l'un des bidonvilles de Cayenne. Ouais. Ok, bah on y va, puis on te rend compte. À plus tard. Bon, les gars, il y a un mec à l'hôpital qui a pris 2 balles dans le ventre. Donc, il est opéré d'urgence, là. Par contre, du coup, il n'a pas pu parler. Il n'y a pas de signalement, il n'y a rien du tout. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Les policiers foncent vers le lieu de l'agression. Un bar clandestin, le genre d'endroit où les fêtes finissent parfois dans le sang. Ils mettent leur musique à fond, ils font la fumette, ça picole et puis voilà. Hein. De temps en temps, il y a un petit différent, donc noyé autour de la matière stupéfiante et de l'alcool, bon, mais ça monte vite. Ils ont des armes, ils ont des couteaux. Mais une fois sur place, surprise. Devant le bar clandestin, pas le moindre bruit. Ouais, donc ça s'est fait ici en fait. Ouais. Ils ont déjà tout remballé. L'endroit est totalement désert. Tellement de merde ici. Personne à l'intérieur, personne devant l'établissement. Tous les participants à la fête se sont volatilisés. Visiblement, personne n'avait vraiment envie de s'expliquer avec la police. Olivier et ses collègues sillonnent le quartier en voiture, à la recherche des derniers fêtards, encore debout malgré l'heure tardive. S'il y a bien eu des coups de feu, quelqu'un a dû les entendre. Salut. Eh, t'as pas entendu de coup de feu? T'as pas entendu de coup de feu? Des coups de feu? Non? T'as pas vu de mec courir, rien du tout? Pas par ici? Il y avait un peu plus loin, là. Voilà. Eh, vous avez pas entendu de coup de feu? Non, t'as pas vu de mec courir? Rien du tout? Ok. Ok, bonsoir. Pendant 1 heure, les policiers ratissent la zone, mais personne ne semble avoir assisté à l'agression. Olivier n'est pas vraiment surpris. Ils ont rien vu du tout, comme d'habitude, hein, ils voient jamais rien. Ils n'ont pas vu de mec courir, pas de coup de feu. De toute façon, même s'il avait vu, il ne dirait pas. Voilà. Dans les quartiers malfamés de Cayenne, c'est la loi du silence. Le seul endroit où les policiers de la BAC vont pouvoir recueillir des témoignages, c'est à l'hôpital où la victime est prise en charge. Ils vont entendre le personnel médical et dresser un procès-verbal pour le transmettre à Stéphanie. Des éléments essentiels qui fourniront peut-être une première piste à l'enquêtrice. Une tentative de meurtre est passible de 20 ans de prison. Alors, dès le lendemain matin, ce dossier délicat devient la priorité de Stéphanie. Bonjour. À peine arrivé au commissariat, un de ses collègues lui transmet le dossier. Je te remercie. Entre ses mains, le procès verbal dressé la veille par ses collègues de la BAC. Voilà ce que le personnel médical a raconté aux policiers. Une voiture noire se serait garée devant l'hôpital vers 4 heures du matin. Les occupants auraient signalé la présence à l'arrière d'un homme blessé par balle. Une jeune femme l'accompagnant, sa petite amie, aurait donné son nom et son adresse, mais sur les circonstances des blessures, elle serait restée évasive. Elle confirme seulement le lieu de l'agression, le petit bar clandestin. Pas d'autres informations. La voiture aurait quitté les lieux si rapidement que les brancardiers n'ont pas eu le temps de relever le numéro de la plaque. 2 identités pour lancer cette enquête, celle d'un homme, la victime, et celle d'une femme, sa petite amie. Mais pas seulement. Les balles, effectivement, elles sont là. Les infirmiers ont aussi remis aux policiers 2 balles. Elles ont été récupérées, voilà. Elles m'ont été amenées. Ils ne les ont pas trouvées dans le corps de la victime, mais cette fois dans la poche de son pantalon. Il s'agit de celle-ci. Une victime probablement armée. Stéphanie soupçonne aussitôt un règlement de compte. Ça doit être un conflit d'intérêts quelconque, quoi. Je sais pas exactement ce qu'il en est. Alors elle commence par vérifier dans les archives de la police si les noms de la victime et de sa petite amie sont déjà connus. Aussi, vérifier qu'il n'est pas recherché par nos services ou éventuellement les services de gendarmerie. Pour le savoir, elle consulte le stick
le fichier qui recense toutes les personnes mises en cause par le passé. Rien sur la femme. Sur l'homme, en revanche. Donc voilà, elle est connue pour port d'armes illégales, violence volontaire, recel, en fait, toute une panoplie d'infractions. C'est pas du tout à entendre. Un caïd qui a fait de nombreux séjours en garde à vue et dont Stéphanie retrouve également la photo. L'homme est grièvement blessé, mais l'enquêtrice a besoin de l'entendre d'urgence. Il connaît peut-être le nom de son agresseur. Alors elle contacte l'hôpital pour connaître son état de santé. Allô, bonjour madame, le commissariat de Cayenne en ligne. Je vous appelle aux fins de requérir l'état de santé de monsieur qui a été pris en charge par vos services hier. Le caïd a eu beaucoup de chance. Il se remet doucement de ses blessures. Je vous remercie madame. Au revoir. Donc, il se trouve toujours au service des urgences. Nous irons certainement cet après-midi pour pouvoir procéder à son audition. En attendant, Stéphanie convoque la petite amie de la victime, le seul témoin de cette affaire. Il serait souhaitable que vous puissiez prendre attache avec moi le plus rapidement possible au 06 94 26. C'est urgent. Je vous remercie. Au revoir. Venez avec moi. Quelques heures plus tard, la jeune femme se présente au commissariat. Et alors que son compagnon vient de se faire tirer dessus, elle s'interroge sur la raison de cette convocation. Vous savez pas pourquoi on a ramené votre petite amie hier à l'hôpital. Vous savez exactement ce qui s'est passé, vous étiez avec lui, donc je vais avoir des éléments de réponse. Vous puissiez me donner des noms. Stéphanie sait que la jeune femme ne va pas coopérer spontanément. La compagne d'un caïd ne parle pas aux policiers. Si vous avez dit ça à la police, les tirs ont eu lieu donc où? Je sais pas, en fait, ils m'ont poussé à l'intérieur, je sais pas où ça s'est passé en fait exactement. Alors? La jeune femme aurait retrouvé son compagnon blessé dans une voiture. Et elle est manifestement mal à l'aise dans ce commissariat. Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Tu me dis on te pose plein de questions. T'étais là? Donc il faut bien avoir des informations, on a tiré sur lui. Il faut bien enquêter, on est d'accord ou pas? Mais tu me dis comme si quoi? Est-ce que je t'ai dit que t'avais tiré sur lui? Est-ce que je t'ai dit que t'avais tiré sur lui? Est-ce qu'on t'accuse là? On t'accuse là quelque part de quoi? On t'accuse? Tu es témoin. Stéphanie veut savoir si le caïd lui a confié le nom de son agresseur. Mais du bout des lèvres, cette jeune femme de 20 ans, mère d'un enfant, explique son terrible quotidien. Tu n'étais peut-être pas avec lui, mais tu sais ce que a pu te raconter. Madame, je ne peux pas parler avec lui. Il faut que je reste ma bouche fermée. Il ne faut pas que... Vous comprenez, madame? Donc après, c'est quand il décide à me parler, il me parle, madame. Rien vu, rien entendu, et surtout, pas le droit de parler. Pour Stéphanie, l'enquête s'annonce compliquée. Allez, on y va. Les policiers le savent, dans ce genre d'affaires, les premières heures sont cruciales pour recueillir des témoignages précis et fiables. Et le plus important de ces témoignages, c'est souvent celui de la victime elle-même. Mais lorsque cette victime est un caïd, le faire parler est souvent mission impossible. Direction l'hôpital de Cayenne pour cette rencontre délicate. Une jeune femme face à un délinquant coriace, habitué à se faire justice lui-même. Ils préfèrent régler leurs problèmes sans que la police puisse intervenir, de manière générale. Donc, ouais, j'espère qu'il soit conciliant. La jeune femme n'a pas le choix. Elle est bien décidée à faire parler cet homme connu pour des vols et des violences. Pour ne pas gêner l'enquête, nous la suivons en caméra discrète. Bonjour madame. Bonjour madame, je viens voir monsieur. 17, c'est bien ça donc. L'enquêtrice de 35 ans va-t-elle savoir tenir tête à un caïd réputé dangereux? Bonjour. Monsieur. Bonjour monsieur, je suis fonctionnaire de police en fait. Je viens pour l'audition. Pour que vous puissiez m'expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, est-ce que vous êtes disposé à me parler? Est-ce que vous déposez plainte? Ah, machin. Surprise, l'homme veut porter plainte. Pour une fois, il coopère avec la police.
Il faut dire que cette agression a bien failli lui coûter la vie. Bon alors, vous avez quoi au niveau des blessures? Elle est ressortie là, d'accord. Ce qui fait que 2 plaies. Ok, 2 balles. La victime a eu beaucoup de chance. Les balles n'ont touché aucun des organes vitaux. La première a traversé la cuisse de part en part. L'autre a perforé son abdomen pour ressortir près de la hanche. Les médecins n'ont retrouvé aucun des 2 projectiles. Pas d'expertise balistique possible, alors Stéphanie photographie les plaies. Élément précieux pour vérifier la version du blessé et celle de l'agresseur s'il est interpellé. Ensuite, l'enquêtrice va écouter attentivement le récit de la victime. Tout commence devant le fameux bar clandestin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé, j'étais devant, je fumais un joint devant. Il est arrivé devant moi, et il m'a dit alors, t'as quoi sur toi? Yo, je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Il a pris ma chaîne direct. Un agresseur aurait tenté de lui voler sa chaîne en or, très vite rejoint par 2 complices. Ils étaient à 3. Ils étaient à 3? Je savais que ça allait mal se passer. Mais à l'arrivée, il m'a donné un coup de pied. J'ai trébuché par terre, la plongée s'envahit, on s'est débattu. Il y a un coup qui est parti, je me souviens de ça. Un coup de feu est parti. En fait, tu faiblissais pas et c'est pour ça qu'il laissait te finir. La victime ne donne aucun nom. Et à ce stade, pour Stéphanie, un détail cloche. Les médecins ont retrouvé 2 munitions dans le pantalon du blessé. Était-il lui aussi armé? Si c'est le cas, il risque 5 ans de prison. Alors Stéphanie va le travailler au corps. Moi, je veux que tu me dises réellement ce qui s'est passé. Que demain, tu puisses pas être discrédité aux yeux de la justice parce que tu as voulu cacher telle chose ou telle chose. Tu comprends? C'est ça que je veux te faire comprendre. Et après un long silence... Regarde-moi. C'est vrai, j'avais l'arme. J'ai pas tiré l'arme quoi que ce soit. L'homme portait bien une arme et n'aurait pas eu le temps de s'en servir. Voilà donc sa version des faits. Alors qu'il fumait tranquillement devant le bar, il aurait été pris à partie par un individu qui aurait tenté de lui voler son collier en or. Une bagarre aurait éclaté. 2 complices de l'agresseur seraient restés en retrait. L'un d'entre eux lui aurait tiré dessus, le touchant à 2 reprises. Malgré ses blessures, la victime aurait réussi à prendre la fuite. D'un coup, je me suis sentie faible, j'ai lâché mon arme, je ne sais pas comment. J'ai fait, mais j'ai couru, c'est ça? Fin d'audition. Et pour Stéphanie, les éléments sont minces. 3 agresseurs, dont un armé, mais aucun nom. Alors comment faire pour les retrouver? Pour élucider ce genre d'affaires, les policiers tentent le plus souvent de dénicher des témoins. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de retourner sur la scène de crime. Ce samedi soir sera le moment idéal. Les rues seront noires de monde. Mais vous allez le voir à Cayenne, faire parler la population relève de l'exploit. « 19h, Stéphanie fait des heures sup pour les besoins de l'enquête. Et elle prend ses précautions avant de se rendre au bar clandestin, théâtre de l'agression. Direction l'un des bidonvilles de Cayenne, escortée par 2 collègues. C'est où, c'est là? Et sur place, l'enquêtrice va avoir une bonne surprise. Beaucoup de monde dans les rues. Là où il y a tout le monde, c'est merveilleux. Autant de témoins potentiels. Le sound system a eu lieu là, comme ça, là. Les policiers commencent par rechercher le bar clandestin où a eu lieu la fête qu'on appelle ici un sound system. Stéphanie l'ignore encore, mais le bar qu'elle recherche est juste derrière elle. Bonsoir, monsieur. Où a eu lieu le sound system hier soir? Tu connais pas, tu sais pas où est-ce que le sound system a eu lieu hier? Dans les quartiers chauds, on apprécie peu l'intrusion des policiers. Dis-moi, viens... Non, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, viens me voir. Non, viens me voir, ne pars pas.
Il y a eu un sound system hier soir. Où ça? C'était où? Alors pour tenter de créer un lien, Stéphanie va s'exprimer en créole, la langue locale. Non, mais il a dit moi pas là. Donc, il a dit moi pas là. Qui côté? À qui couloir alors? Mais côté de la musique, côté de la musique. Jamais venu là. T'as pas jamais venu là. Là, tu viens là d'un seul coup. Tu sais pas. Ouais. Bonsoir. Le sound system a bien eu lieu ici. Il a eu lieu quelque part ici. Non. Eux non plus ne savent rien. Et pourtant, ils habitent juste à côté du fameux bar clandestin. Ah, bah oui. C'est écrit là. Police. Mais ce soir, l'établissement n'a pas ouvert ses portes. Donc c'est bien là que ça a eu lieu, hein. C'est écrit. Hein. Après 1 heure d'effort, Y a personne qui... Stéphanie perd espoir de recueillir le moindre témoignage. Elle ne s'attarde pas, inutile de prendre des risques, pour rien. De toutes les façons, à cette heure-ci, ça sert à rien du tout. Les gens, eh ben, on va les contacter personnellement. On a des contacts, mais ils ne veulent pas parler en fait devant les gens de peur de représailles. Donc eh ben, on va faire demi-tour. On connaît le lieu des faits. C'est fermé à clé, on ne peut pas y accéder. Voilà. Mais avant de partir, l'enquêtrice va quand même obtenir une confirmation. Ben, c'est bon, hein. La fusillade a bien eu lieu ici, la nuit dernière. Ah, bonsoir, mesdames. Vous me tournez le dos, la police. Vous avez entendu des coups de feu, madame, alors? Oui, j'ai entendu des coups de feu parce qu'après tous sont rentrés ici. Ils sont rentrés ici, ils ont renversé les chaises que j'ai mis sur les tables, tout ça. Il était quelle heure quand ça s'est passé, ça? 3 heures du matin? 3h30, je me suis réveillée, je dormais. Vous voulez bien me donner votre identité? S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Votre identité, s'il vous plaît. Ça nous permet d'avancer notre enquête. Vous savez, il y a un jeune homme... Même en la suppliant, cette voisine ne donnera pas son nom. Le bilan de la soirée est maigre, pas le moindre témoin. Allez, bonne soirée. Au revoir. Les enquêteurs n'ont pas le choix. Sans témoignage, pas de piste. Alors ils vont revenir ici à plusieurs reprises, de jour comme de nuit. Ils vont multiplier les patrouilles dans le secteur et les contrôles d'identité. Et la technique va porter ses fruits. Les policiers vont mettre la main sur un suspect idéal, peut-être même un peu trop. Ce matin-là, l'homme qui est tombé dans les filets de la police arrive au commissariat, menottes au poignet. Il est dans une situation délicate. Les policiers l'ont interpellé aux abords du bar clandestin et ils ont retrouvé sur lui une arme à feu. Donc l'arme est là. Cette arme, Stéphanie vient de la récupérer. Elle pourrait avoir servi dans cette tentative de meurtre, car un détail trouble les enquêteurs. Le nombre de munitions. Sur cette arme, on a retrouvé 4 cartouches. 4 cartouches. Le barillet peut en contenir 6. Les 2 qui manquent ont peut-être traversé le corps de la victime. Avant même de rencontrer le suspect, Stéphanie consulte les fichiers de la police pour savoir à qui elle a affaire. Il est connu pour usage de stupes. Il est connu aussi pour des violences volontaires, des dégradations de biens publics et privés. Donc, c'est pas un tendre, quoi. Voilà. Donc, j'ai imprimé les résultats. Pour Stéphanie, ça colle avec la piste d'un règlement de compte entre bandes. Alors, dès sa première rencontre avec l'individu, là, je vais te prendre en audition. Elle va le mettre en garde. Tu me dis exactement. Il s'explique, ou bien il n'est pas prêt de rentrer chez lui. Entendu. Plus tu te tais, et moins c'est bon pour toi. On est d'accord parce qu'on te retrouve avec l'arme qui a certainement été utilisée pour tirer sur le gars qui se trouve actuellement à l'hôpital. On est d'accord ou pas? La menace va-t-elle impressionner ce suspect au passé judiciaire bien chargé? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu. Est-ce que t'as entendu? J'ai entendu un coup de feu, c'est ça?
ensuite? L'homme était bien présent lors de cette soirée au bar clandestin. Il a entendu des tirs, mais n'en serait pas l'auteur. Voilà pourquoi il avait cette arme à feu sur lui. Donc près d'une voiture, j'ai retrouvé l'arme cachée derrière un pneu en fait. T'as fait quoi? Pourquoi tu as récupéré l'arme? Pour la vendre et avoir un peu d'argent, c'est ça? Le suspect aurait trouvé ce revolver chargé dans la rue. Explication pas très crédible. Alors, craignant d'être mis en cause, il parle. Il aurait entendu des rumeurs. 2 noms circuleraient dans le quartier du bar, ceux des agresseurs. Est-ce qu'on t'a dit qu'il y avait un conflit entre plusieurs personnes? Est-ce qu'on t'a parlé que de... Est-ce qu'il y avait d'autres personnes impliquées? 2 noms. À Cayenne, où le moindre témoignage vaut de l'or, l'information est précieuse. Mais le suspect essaie peut-être de se sortir d'une mauvaise passe en accusant n'importe qui au hasard. Alors pas question de le relâcher pour l'instant. Stéphanie veut d'abord montrer sa photo à la victime. Parce que là, ça sera plus clair. Regarde-moi. Le blessé identifiera peut-être l'un de ses agresseurs. Donc là, c'est bon. J'ai les photos. Je vais à l'hôpital. Je vais montrer ta photo, d'accord? Pour savoir si c'est toi qui as tiré, ok? Je te dis à tout à l'heure, alors. Stéphanie emporte également le revolver retrouvé sur le suspect. La victime reconnaîtra peut-être l'arme qui a failli lui ôter la vie. Retour à l'hôpital pour ce moment de vérité. Stéphanie rêve de boucler rapidement son enquête. Le suspect a-t-il menti? Le caïd va-t-il se souvenir de son visage ou de son arme? Donc, je vous présente une photographie récente du nommé. Se pourrait-il qu'il s'agisse de votre agresseur? Non? Raté. La victime est formelle. L'homme n'est pas l'un de ses agresseurs. Quant à l'arme retrouvée, elle ne ressemble pas à celle qu'il a envoyée sur ce lit d'hôpital. D'accord, un 38 chromé. Et ce n'est pas non plus le revolver du caïd. C'est pas ton arme. T'es sûr c'est pas ton arme? Hein? 300%. Rien ne colle. Le suspect en garde à vue ne semble pas dans le coup. Alors, disait-il vrai? La fameuse rumeur, les 2 noms qu'il a révélés, s'agit-il des agresseurs? Stéphanie va tout simplement poser la question à la victime et contre toute attente... C'est ça que j'avais comme information en fait. Mais j'avais peur qu'il ne parle pas. Mais pourquoi? Parce que tu aurais pu régler ton problème aussi. Je veux dire, de manière générale, vous faites ça comme ça. On est d'accord ou pas? C'est pour ça que là... Comme ça, ouais, il n'y a pas de problème. Ces agresseurs sont en fait de vieilles connaissances. Le règlement de compte entre bandes se confirme. Et s'ils livrent leur nom, c'est parce qu'ils se sentent en danger. Je les connais, je les vois tous les jours, je fais de la poule avec... D'accord. Quand vous allez les interroger, les arrêter, ne leur dites pas que je suis à l'hôpital. Ah non, non, pourquoi? Non, ça peut créer des problèmes aussi. Non. Le caïd est désormais bavard. Il désigne l'agresseur avec qui il s'est battu et celui qui lui a tiré dessus. Il n'a aucun souvenir, en revanche, du 3e complice. Tu serais en mesure de le reconnaître ou pas? Le 3e individu? Avec les yeux, Je suis d'accord avec toi.
Cette fois, pour Stéphanie, tout s'accélère. Il faut interpeller les 2 suspects au plus vite. Il pourrait s'en prendre à nouveau à la victime. En effet, de retour au commissariat, elle va s'apercevoir qu'eux aussi sont des durs à cuire. On va les passer au fichier pour connaître leurs antécédents. Dans les fichiers de la police, elle retrouve rapidement la trace du tireur présumé. Connu des services de police pour des faits de violence, hein. Des violences volontaires, port d'armes illégales. Une liste longue comme le bras. Mais ce n'est rien à côté du 2e suspect, celui qui se serait battu avec la victime. Donc là, il sort de prison, donc ça doit faire 2 ou 3 mois qu'il est sorti de prison. Et sa dernière procédure était une affaire d'homicide. L'un des suspects est déjà soupçonné dans une autre affaire de meurtre. Stéphanie retrouve la photo des 2 hommes. Devant la justice, il risque gros et pourrait donc être tenté de quitter la ville et même le pays. Alors dans ce genre de cas en Guyane, les policiers font appel aux gendarmes. Je vais certainement partir sur une ouverture d'information dans le cadre d'une tentative d'homicide. Et en fait, j'ai 2 identifications d'individus qui pourraient éventuellement passer le poste de Bélisan si demain ils savaient qu'ils étaient recherchés. Si les suspects de Stéphanie tentent de s'enfuir par la route, ils passeront forcément par l'un de ces 2 barrages, en amont et en aval de Cayenne. 2 checkpoints uniques en France, installés par les gendarmes sur la principale route du département. Vous avez un document d'identité, s'il vous plaît? Vous arrivez d'où? Ces lieux sont stratégiques, comme ici, juste après le seul pont qui traverse ce fleuve. Un passage obligé où les contrôles d'identité sont systématiques. Le but, lutter contre l'immigration clandestine et les trafics en tout genre. Sur place, les gendarmes viennent de recevoir les photos des 2 suspects. Je vous remets 2 fiches qu'on a reçues des services de police de Cayenne. Ces 2 individus sont recherchés dans le cadre d'une procédure d'homicide, actuellement diligentée en flagrant délit. Mission, les interpeller, et on appelle la police. On rend compte à la compagnie, on appelle la police à l'issue pour qu'ils viennent les récupérer. Madame, bonsoir. Je vais vous demander votre pièce d'identité, s'il vous plaît. À ces barrages, les contrôles ont lieu 24 heures sur 24. Difficile pour des fugitifs d'espérer passer par là. Les gendarmes vont donc rester en alerte, mais pour Stéphanie, rien n'indique que les 2 suspects ont déjà quitté Cayenne. Alors elle a aussi mobilisé toutes les patrouilles de la BAC pour ratisser la ville. Bonsoir. Et même pour ces policiers de choc, la mission comporte des risques. Ah ouais, on les connaît, t'inquiète. Je les ai déjà interpellés pour autre chose. Je regarde celui-là, dernier fait, outrage, déposition, ouais, enfin, c'est justement l'outrage à dépositaire de l'autorité publique. C'est lui qui s'était battu avec un collègue de la BAC, là. Les suspects n'ont pas peur de s'en prendre à la police. Bordel. Bon, go. Mais les hommes de la BAC ont un avantage. À force de les interpeller, ils savent où les chercher. C'est bien reçu, 0+2. Je sais que lui, il a l'habitude de traîner à la crique avec son pote, là. C'est leur zone, donc on va patrouiller par là pour voir. La Crique, l'un des quartiers chauds de Cayenne. Toute la nuit, les équipes de la BAC vont arpenter ces ruelles sombres, en s'arrêtant devant chaque groupe, chaque passant, ressemblant au suspect. Mais s'ils se savent rechercher, les 2 hommes sont sans doute déjà loin. À moins que... Celui qui s'était permis, je ne pardonnerai pas. Lequel? Les suspects sont tranquillement assis dans la rue. Et ils sont peut-être armés. Alors pour éviter que l'interpellation ne dégénère, les policiers ont une technique. Faire croire à un simple contrôle d'identité. Et ça marche. Le tireur présumé ne se doute de rien et se laisse fouiller sans résistance. Le 2e individu, en revanche, tente de s'éclipser. L'air de rien. C'est quoi ton nom? Un policier le rattrape et immédiatement, le ton monte.
Non, là, dans la poche. On va vous aider. Attends. Restez tranquille. Restez tranquille. Tourne todo. Non, elle est là. Tourne. Une fois menottés, les suspects apprennent qu'ils vont être conduits au commissariat et ils clament leur innocence. Venez. On vous a mis en pause. On va inviter au fond une histoire, toi. Vous cassez expliquer tout quoi, moi? Moi, si ça tranquille, moi, fin de sortie, on fait une affaire, toi, différent, ben, tu vas mettre tes mots, toi. Qui va... Regardez comment on a raté Beto, nous raté Beto n'importe comment. C'est pour 10 mois pour nous contrôler la trappe, mettre une route bête comme ça. Obligé, c'est la vérité, mon parent menti. Mon tout ça va passer. Vous êtes au courant, c'est pas au courant, assise-toi pas, on peut régler ça après. Jean-Gilles, arrêtez de faire T'as demandé un équipage pour le transport? T'as demandé? C'est bon. Monte avec lui. On est en train de mettre le motif de l'interpellation. Au passe, je vous ai dit Stéphanie a maintenant 48 heures, la durée de la garde à vue, pour faire la lumière sur leur implication dans cette tentative de meurtre. Et sa seule chance, c'est de les faire avouer. Contre eux, il n'y a pas l'ombre d'une preuve. Ils sont seulement mis en cause par la victime, insuffisant pour les envoyer devant une cour d'assises. Il y a eu des déclarations qui ont été faites par des témoins, par la victime. D'accord? Donc, il y a des noms qui sont sortis, donc ils vont vérifier. C'est comme dans toutes les enquêtes. Si vous êtes pas... Ah oui, ça ce soir, c'est obligatoire. C'est juste ça. Par contre, ils doivent être séparés pour qu'il n'y ait pas de discussion. Dans ce genre de dossier, les policiers le savent, lorsque les interpellations ont lieu plusieurs jours après les faits, les suspects ont eu le temps de s'accorder sur une version commune. Voilà pourquoi ils les séparent et les cuisinent chacun de leur côté, en guettant la moindre incohérence dans leur récit qui pourrait les confondre. Le lendemain matin, Stéphanie s'attend à des interrogatoires musclés. Alors elle demande du renfort à Olivier, son chef de service. Coucou. Ça va? Ouais. Je sais pas si t'es au courant, mais les deux gaziers, ils ont été interpellés au cours de la nuit. Stéphanie le sait, les caïds sont en général des machos qui ne parlent qu'entre hommes. Alors pour faire craquer ces deux suspects, elle va faire appel à deux collègues masculins. Puis je pense que la meilleure des choses, c'est que toi, tu puisses le prendre en compte pour pouvoir l'amener à parler. Voilà le dossier. Donc en fait... Olivier, rodé à l'exercice, va entendre le principal suspect, le tireur présumé. Pour les policiers, faute de preuves, obtenir des aveux est essentiel. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ben, je vais pas vous mentir, monsieur. Je suis venu en bas. Ouais. Tu arrives à quelle heure là-bas? On va dire à 3 heures. Surprise, l'homme s'explique. Il reconnaît qu'il était bien là le soir des faits avec son complice présumé. Mais il affirme qu'il n'a rien à se reprocher. Selon lui, c'est la victime qui aurait lancé les hostilités sans raison ou presque. Il arrive à l'arrière et il me pousse en me disant que c'est pour la première. Ouais, il m'a dit, un problème tolé. Il a fait comme si il partait comme ça encore. Demandez. Et puis de là, il a fait ça, il a fait ce geste-là. Il a lâché un coup. Blam! Sur mon honneur, monsieur. Il a tiré un coup. Tiré un coup où? Au niveau de ma tête. La victime aurait ouvert le feu sur les deux suspects. Le complice présumé du jeune homme se serait alors jeté sur lui. C'est arrivé de l'arme après avoir tiré. Il a commencé à tirer par terre et des coups de feu pétaient par terre. Il s'est débattu? Ouais, il s'est débattu. Il s'est blessé tout seul, monsieur. Selon lui, la victime se serait elle-même tirée dessus. Donc, c'est blessé seul. Il s'est mis à mytho, il s'est levé l'argent pour l'homme régler mot. Comme il s'est blessé tout seul, mais c'est pas les faits qu'on passé pour une comique, mais c'est qu'à dire à moun qui tire les missiles, il est loin d'être une victime. Loin de là. Loin. Le suspect affirme d'ailleurs qu'il n'était pas armé.
Mais son complice présumé va-t-il livrer la même version? Quelques bureaux plus loin, un autre collègue de Stéphanie recueille sa déposition. Ensuite, J'ai sauté sur sa main, on s'est battu. Après lâché l'arme, après j'ai entendu 2 coups de feu. d'accord. J'étais en train de me battre avec le toujours. J'ai tenu sa main et alors, Et moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher. C'est lui qui a tiré sur moi, il s'est venu pour m'amuser, il a tiré sur moi. Moi, j'ai rien à voir dans ce qui s'est passé. La même histoire, une bagarre et la victime qui se blesse toute seule. Voilà donc le deuxième scénario de cette affaire, celui des suspects. À peine arrivés à la soirée, la victime les agresse, sort une arme et leur tire dessus. L'un des suspects se jette sur l'arme, une bagarre éclate, 2 coups de feu partent, accidentellement. Les policiers sont perplexes. Les 2 suspects ont de lourds antécédents judiciaires, mais leur version paraît crédible. Pour lui, enfin, ce qu'il pense, c'est que s'est blessé tout seul. Avec sa propre arme, avec sa encore. propre arme. Donc, mais ça me paraît un petit peu plausible. Hein, Mais après, ça, voilà quoi. Ça... le souci, c'est qu'on n'a pas de témoin. On n'a aucun témoin, on n'a rien du tout, ne peut conforter ses propos, quoi. Le gros souci, c'est de pouvoir savoir effectivement s'il y avait une seconde arme et si quelqu'un peut reconnaître cette arme-là, quoi. Ça va être toute la difficulté, quoi. Dans cette affaire, c'est donc parole contre parole. Celle de la victime contre celle des suspects qui ont peut-être accordé leur violon. Ils ne sont pas interpellés tout de suite, donc ils ont eu tout le temps de se concerter et puis de trouver un bon alibi. Les policiers sont coincés. En l'état, ils devront sans doute libérer les agresseurs présumés après leur garde à vue. Sauf si d'ici là, ils mettent la main sur une arme chez eux. Voilà pourquoi Stéphanie et ses collègues partent en urgence perquisitionner leur domicile. Les 2 hommes assisteront à la fouille, c'est la loi. L'espoir de retrouver une arme est très mince, mais l'enquêtrice s'y accroche. Ils l'ont peut-être balancé quelque part et tout, pour éviter d'être contrôlés et retrouvés avec une arme sur eux, quoi. Première destination, le domicile du tireur présumé. Et surprise, le caïd affirme vivre dans ce quartier résidentiel, chez ses parents. Il dormirait dans cette petite chambre. Les policiers sont franchement sceptiques. Tu dors ici? Tu dors tout Ouais, je dors ici. Tu vous sens, Stéphanie? C'est sur le lit, tout ça, mes chaussures sont là. T'as rien, là? C'est ça, t'as que ça comme ça? C'est ma chambre, ça. J'ai rien à cacher. La technique est bien connue des délinquants, donner l'adresse des parents où rien ne peut les compromettre. Et en effet, moi j'ai caramel, hein. Rien dans la maison. Ouais. Les policiers auront-ils plus de chance chez le deuxième suspect, celui qui s'est battu avec la victime? Cette fois, direction un quartier chaud de Cayenne, où les policiers se déplacent régulièrement. Parce qu'ils sont habitués à avoir des policiers ici. Voilà, mais ils sont habitués, mais regarde sa tête. Parce que je pense qu'il est content, je comprends. Bonjour, monsieur. Stéphanie et ses collègues sont accueillis par le beau-père du suspect, qui en effet n'a pas l'air très heureux de les voir. Lui, il habite ici, lui? Ah, pas comme ça. Comme ça, de temps en temps, mais il habite pas vraiment ici, quoi. Ah, je ne sais pas, mais c'est pas ça, viens là-bas. C'est pas par ici. Là encore, l'adresse du jeune homme n'est pas très claire. Lorsqu'il passe ici, il occupe, semble-t-il, cette petite pièce où les policiers concentrent leurs recherches. Ils rêvent d'y trouver une arme. Revolver, type revolver, 38. Ils font quelques découvertes suspectes. Toi, tu mets des bacs comme ça, toi? Ouais, je suis en des bacs, moi, il n'y a pas de pression des bacs d'hommes qui sont là. Ça, c'est une bague d'homme? Ça, c'est une bague. Et c'est à toi? C'est à moi. Des bijoux d'origine douteuse. Un téléphone peut être volé, dont la mémoire a été effacée.
Ouais, bah oui, je sais, mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce portable. C'est à toi, ça? Et une carte bancaire qui appartiendrait à une vieille amie. C'est à toi? Pourquoi tu l'as? Parce que je l'ai, parce qu'ils m'ont laissé dans la main. Qui? Mais la fille que j'étais auparavant, ça remonte à longtemps. Mais là non plus, aucune arme à feu. Pour résoudre son affaire de tentative de meurtre, Stéphanie n'est guère plus avancée. Non, mais de toute façon, lui, c'est un dealer. C'est un dealer, c'est un voleur. Des suspects louches, mais pas de preuves. Et les gardes à vue touchent à leur fin dans quelques heures. Mais les policiers vont demander au procureur de les prolonger d'une journée. Si je fais des demandes de prolongation de garde à vue... Car ils ont une petite idée en tête. Dans son récit, la victime a toujours évoqué 3 agresseurs. L'un avec qui elle s'est battue et 2 autres, dont le tireur, qui se tenait en retrait. Mais les 2 suspects en garde à vue, eux, n'ont jamais parlé de ce 3e homme. Alors les policiers se demandent s'il ne s'agirait pas d'un témoin, un individu qui n'aurait rien à voir avec cette affaire et qui aurait tout vu. On n'a toujours pas encore identifié ce témoin important. Donc ça se fera peut-être par la suite en fait. Retrouver ce témoin clé devient la dernière chance d'y voir clair dans cette tentative de meurtre. Une chance très maigre. S'il avait eu envie d'aider la police, il se serait sans doute déjà manifesté. Mais dans ces affaires graves, passibles de 20 ans de prison, les policiers explorent la moindre piste. Et leur ténacité va finir par payer. Encore une fois, Stéphanie va demander un petit coup de main à ses collègues de la BAC. Leur mission ? Patrouiller régulièrement dans le quartier de l'agression, autour du petit bar clandestin. Et rester en alerte, à l'affût de la moindre information qui pourrait les mettre sur la piste de ce témoin capital. C'est l'opération de la dernière chance. Les personnes avec qui on a les meilleurs contacts, tu vois, bon, il y a toujours des personnes avec qui ça passe un peu plus qu'avec d'autres. Ce soir, Marcelo pilote l'un des équipages de la BAC et il veut croire en sa bonne étoile. Car malgré la loi du silence, il sait comment s'y prendre pour que les langues se délient. Les mecs, ils vont pas vouloir parler s'il y a trop de monde, mais par contre, tu récupères leur numéro de téléphone, tu les appelles et puis comme ça, ils te parlent via téléphone. Ils font, si tu veux, il y a une loi du silence où voilà, il faut la respecter. Marcelo est loin d'imaginer que pour une fois à Cayenne, il va tomber sur un homme très bavard. Nous suivons l'opération en caméra nocturne pour ne pas gêner l'enquête. Ils sont là-bas, mais c'était ici en fait. C'est ici, c'est ça? Quand ils font leur petite sauterie là, c'est blindé de voitures. Hein. Arrivés dans le quartier de la tentative de meurtre, les hommes de la BAC se garent et rejoignent à pied le fameux bar clandestin. En arpentant les rues, ils espèrent repérer le moindre habitant qui aurait envie de se confier. Et sous cet arbre, Marcelo remarque un groupe d'hommes dans l'obscurité. Excusez-moi monsieur, vous avez entendu parler à ce qui s'est passé là? Il y a eu un blessé par balle là? Restez ici pour écouter la musique. Moi passe avec moi écouter pow pow. Moi sauter. Moi venir ici moi dit moi faire qu'est-ce qui se passe mon brother. Nous venir pour danser pas border. L'un de ces hommes semble tout connaître de l'histoire. Et rapidement, Marcelo est convaincu qu'il s'agit du fameux témoin clé. Il donne des détails que personne d'autre ne peut connaître. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Non, tout mon courir. Alors ce témoin de dernière minute est conduit en urgence au commissariat. Il faut enregistrer au plus vite sa déposition avant la fin des gardes à vue. On arrive dans pas longtemps là. L'homme providentiel est sans doute le seul à pouvoir faire éclater la vérité entre les deux versions qui s'opposent. Celle de la victime et celle des deux suspects.
Alors, raconte-moi. Si, j'ai vu ça, tu l'as lavé avant de que tu arrives. Le témoin est formel. Il aurait assisté à une bagarre entre deux individus et un troisième homme se serait approché et aurait ouvert le feu. Après, mais c'est courir devant la voiture. Ouais, mon advance un petit peu. Moi, un monde. Kagouma. Moi, tombé. Goumé. Mais c'est. Wow! Il aurait pu le tuer, quoi. Il voulait le tuer. La victime avait donc dit la vérité. Le tireur présumé est en mauvaise posture. Tu as vu deux gars par terre. Oui. Oui. Tu as vu un autre debout. Voilà, debout comme ça. Oui. C'est ça. Ça, c'est ça le plus important. Grâce à ce témoin clé, Stéphanie et Olivier ont maintenant un élément accablant qu'ils vont aussitôt exploiter. Olivier va d'abord tenter de faire craquer le suspect le moins impliqué dans cette tentative de meurtre. Celui qui s'est battu avec la victime. Va-t-il persister? Affirmera-t-il toujours qu'il a désarmé son adversaire et que les coups de feu sont partis accidentellement? Il faut savoir maintenant. C'est maintenant, c'est pas après. Hein. Après, c'est trop tard, tu sais très bien. D'où ils venaient ces coups de feu-là? Je peux pas savoir. Quand je tenais perdu dans sa main le pistolet. Est-ce qu'il venait du pistolet que tu as enlevé? Oui ou non? Est-ce qu'il pouvait provenir du pistolet? Tu m'as dit, j'ai extrait le pistolet de sa main. Quand tu as extrait le pistolet, qu'est-ce qui s'est passé avec ce pistolet? J'ai entendu 2 coups de feu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pistolet que tu as extrait? Je me suis resté par terre. Tu l'as éloigné? Je l'ai éloigné, j'ai envoyé. Tu l'as éloigné, tu l'as envoyé. Voilà. Donc, il n'a pas pu se blesser avec son arme, on est clair. Car il n'avait plus d'armes. Parce qu'il n'avait plus d'armes. Moi non plus. Piégé, le jeune homme reconnaît que la victime n'a pas pu se tirer dessus puisqu'il venait de la désarmer. Reste donc maintenant à faire craquer le principal suspect. Celui que tous les témoignages semblent accabler. Un témoin nous a déclaré que il était effectivement en train de se bagarrer avec le sol, pendant qu'un autre individu a tiré à 3 ou 4 reprises dans leur direction. Eh ben, Comment tu l'expliques? Comment j'explique que j'ai pas touché si c'est pour toucher seulement? Le témoin dit qu'il n'y avait que vous. Ne m'ont pas tiré, monsieur Olivier. Faut que tu vraiment pas m'occuper de ça. Peut-être. Si mon tiré, c'est mort. Je n'étais pas là, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas devin, je ne peux pas te dire, je ne peux pas t'affirmer à 100% que c'est toi. Mais en l'état actuel des choses, au vu de mon enquête, tu es mal en point. Tu es mal en point. Je te demande ça. Si moi t'ai déjà tiré des c'est mon pas sorti qui est ici ça soir. Depuis tout la porte d'entrée, moi t'ai répété monsieur vient menacer moi puis monsieur vient. Depuis tout la porte d'entrée, arrêtez de mettre mots pour que. Allez, on y va. Furieux, le principal suspect conteste jusqu'au bout. C'est pas qu'on l'ait cru, c'est que c'est l'enquête. Et c'est la porte de sa cellule qui va faire les frais de sa colère. Il n'était pas content, hein? Il s'est énervé. Il a tapé contre la porte de la gueule. Mais il sent qu'il grille, en fait. Je pense que c'est surtout ça. C'est qu'il se rend compte que là, il est cuit, quoi. C'est pas bon pour lui. Et sans le témoin, on serait tombé dans le piège, quoi, sans le témoin. Pour tentative de meurtre, le tireur présumé encourt 20 ans de prison et un procès devant une cour d'assises, tout comme son complice présumé. Ils seront immédiatement incarcérés en attendant leur procès. Mais les policiers le savent, en Guyane, les prisons sont surpeuplées. Et la justice devra sans doute en tenir compte.
ça n'ira pas aux assises, parce qu'en Guyane, il y a trop de procès d'assises. Donc ils ont tendance à requalifier et à correctionnaliser les infractions. Donc ça va certainement, dans quelques mois, basculer en violence volontaire aggravée. Avec arme. Et la tentative d'homicide, ils vont l'abandonner. Les gars, ils sont connus, certainement de la récidive. Donc moi, je pense que 4-5 ans. Des remises de peine et tout ce qui s'ensuit. Stéphanie en est convaincue, elle risque fort de croiser à nouveau ces deux hommes très bientôt. Quant à la victime, elle n'est pas tirée d'affaire pour autant. Une fois sorti de l'hôpital, le caïd blessé pourrait être mis en examen. Pour port d'armes illégales, il encourt jusqu'à 5 ans de prison.